Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, c'est vendredi, une longue journée pour nous tous. Alors, le travail qu'on fait, c'est pour continuer à faire entendre les voix de ces femmes qui font un travail extraordinaire dans ces organisations. Encore une fois, merci. Merci, Sacha, et à l'organisation en général pour continuer à travailler avec nous, à collaborer avec nous. Alors, on a beaucoup, beaucoup de gratitude. Euh, alors, l'objectif de cette conversation aujourd'hui, c'est pour continuer la transformation des policiers et comment continuer à combattre la violence et les discriminations contre les femmes haïtiennes. Euh, alors, je vais essayer de parler beaucoup moins vite pour faciliter l'interprétation. On veut aussi regarder la participation effective des femmes dans ces espaces et bien sûr s'axer sur l'agenda féministe. Euh, pour prendre un peu de temps aussi de parler de la crise présente, du contexte dans lequel on essaie de faire ce travail. Et bien sûr, avec ces femmes qui sont sur le terrain, qui travaillent en Haïti, pour pouvoir comprendre le contexte, ce qui se passe en Haïti. Euh, bien sûr, aujourd'hui, ce qui a à voir avec la violence sur le genre, spécifiquement les violences sexuelles sur les jeunes filles et les femmes, même les enfants, les filles, les petites filles. Et we understand, là maintenant, on a un gros problème de migration d'Haïti pour entrer aux États-Unis avec, bien sûr, tout ce qui se passe. Ces organisations qui s'organisent depuis très longtemps, euh, bien sûr, nous avons très, très peu d'attention du gouvernement d'Haïti. Alors, je vais demander à chaque pénaliste pour prendre le temps de se présenter dans seulement une minute pour introduire le travail que vous faites, votre organisation et bien sûr ce que vous faites pour supporter les femmes et les filles en Haïti. Je vais passer le micro. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Nathalie et je suis la cofondatrice. C'est une organisation en Haïti, bien sûr, sur les droits sexuels et reproductifs. Euh, alors, je suis très, très contente d'être avec vous ici aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Suzanne Joseph. Je suis la directrice exécutive. Désolée, je n'entends pas trop bien là. On travaille en Haïti, à la vache et aussi à la tortue. Merci beaucoup. Bonjour, je travaille avec l'organisation Neges Mawan en Haïti. Bien sûr, on travaille sur les violences du genre, sur les droits sexuels et reproductifs et des plaidoyers sur les droits des femmes en général.
et ça fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Le travail qu'on fait, c'est pour continuer à documenter ce qui se passe en Haïti, et aussi ce qui se passe sur la frontière avec Saint-Domingue. Merci beaucoup de nous avoir ici. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Et la première question que je vais poser, c'est une question pour Nathalie. Bien sûr, si nous avons des informations de ce qui se passe, nous avons des datas et de la situation, mais peut-être que en tant que quelqu'un sur le terrain, c'est ce qu'on voit maintenant en Haïti, surtout avec ce qui se passe en général et puis spécifiquement avec les droits des femmes et des filles en Haïti. Bien sûr, on a une condition systémique en Haïti en ce qui a à voir avec, avec ces conditions. Bien sûr, les femmes sont marginalisées économiquement, socialement, politiquement. Bien sûr, les viols, les abus sexuels et viols. Au- Aujourd'hui, quand on parle de data, aujourd'hui, on a plus de 1 million de personnes en déplacement qui ont dû laisser leur résidence à cause des conflits armés. Malheureusement, avec un système qui était déjà aussi fragile, on n'était pas prêt pour ce genre de catastrophe. Et des organisations comme notre organisation, qui sont des organisations féministes très, très jeunes, euh, on doit aussi souligner tout ça. Merci beaucoup.
Vous êtes, excusez-nous, est-ce que peut-être vous pouvez partager quelques histoires de succès? On comprend les défis, mais peut-être avec le travail que vous faites, vous avez certaines victoires, hein, que vous pouvez partager avec nous. Nathalie vient de partager sur la situation actuelle en Haïti. Bien sûr, le féminisme en Haïti, c'est se battre pour les droits des femmes, mais aussi des droits de base pour les femmes, les petites filles. Euh, c'est clair que le gouvernement euh, n'a n'a jamais pu mettre en place des structures pour faciliter tout ça, pour avoir des politiques et des cadres pour tout faciliter en termes du travail qu'on fait euh, euh, dans les années 1990, euh, après le coup d'État de Jean-Bertrand Aristide, les féministes étaient les premières à, à, à revendiquer pour la violation des droits et avoir collecté des informations, des datas. Et, elles étaient connectées avec des organisations dans d'autres pays comme le Canada pour permettre aux gens de comprendre exactement avec des chiffres ce qui se passe en termes de violation des droits. Et puis en 1994, euh, les féministes aussi, elles ont eu l'espace bien sûr, avec le statut de ces femmes, et bien sûr, euh, elles ont continué à revendiquer pour créer des lois pour supporter le ministère des droits des femmes. C'était en 1994 et elles ont réussi à faire beaucoup, beaucoup de travail. Et pour avoir des lois et une ratification pour continuer à montrer des investigations dans la commission en 1995, elle revendique et obtienne la création du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes par arrêté du 8 novembre 1994 et s'emploie elle-même pour soutenir et c'est devenu officiel le 11 août 95. Euh, Parallèlement à la création du ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, elles sont à l'origine de la Commission nationale Vérité et Justice 94 entre 94 et 96, qui avait pour objectif de prendre en compte les crimes commis contre les femmes lors du coup d'État militaire. Malheureusement, le gouvernement haïtien n'a jamais pu prendre ses responsabilités pour ce qu'il doit faire pour le pays en général et encore pire pour les femmes. Bien sûr, alors d'autres actions qu'on a pris pour continuer le plan oui, nous avons continué de faire des plaidoyers, nous avons établi des plans, nous avons proposé des plans, nous avons proposé des lois et on continue à faire la même chose, mais bien sûr, le gouvernement n'est pas là pour répondre à ses besoins. Et en termes de victoire, je dois dire qu'en tant qu'organisation pour avoir certains groupes qui ont supporté les efforts que nous faisons. Très souvent, lorsque je parle d'Haïti, j'essaie de me centrer sur
les parties positives, mais on comprend très bien que depuis ces coups d'État, les problèmes ont continué et bon, ça s'est carrément empiré et tous ces défis qu'on continue à combattre. Bien sûr, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui et pour continuer cette conversation dans ce temps de transformation. Peut-être que vous pouvez nous donner un exemple, un modèle, quelque chose sur laquelle on peut s'axer pour bâtir. Bien sûr, on comprend que les discussions sociales sont là, mais quand on parle de transition, cette transition politique continue hein, dans ce pays. On est toujours en transition. On est toujours en train de remplacer nos dirigeants. Comment est-ce qu'on peut peut-être pour décoloniser ou désystématiser et cette situation? Donc, en suivant le régime de 1990, à cause de toutes les femmes qui ont été visées par la violence sexuelle, parce que les femmes, les organisations des femmes ont considéré parce que ça a joué un grand rôle. Et beaucoup de femmes ont révolté et ont pris le courage pour avoir une justice responsive. Et le processus n'avait pas bien fleuri, mais ils ont construit un bon fondement pour les organisations féministes depuis les années 2000. Et pendant que le pays construit sa société, l'inclusivité, j'utilise le mot égal pour cette discussion. On veut la parité sexuelle égale, la parité pour l'identification sexuelle. Et lorsqu'on pense à la Constitution, pour que les femmes soient dans des positions pour prendre des décisions. Elles sont environ, elles doivent être environ 30%. Dans le monde, c'est 60%. Et dans les pays où il y a la parité des genres, en 2023, les positions clés de les ministères et de la justice, de la santé, mais depuis 2020, 2003, c'est important d'avoir des femmes dans des positions pour les prises de décision. Ils doivent augmenter leur budget. Donc, au Rwanda, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans des positions de prise de décision depuis 2003, depuis 2000, pour garantir les droits égaux pour les femmes, spécialement dans certaines régions, et aussi la criminalisation de la violence du genre, basée sur le genre. Spécialement,
les femmes ont continué à être une population sous-représentée dans les négociations. En 2023, les femmes étaient seulement 9,6% dans ces positions. 26%. Lorsqu'il y a beaucoup de femmes, pour, avec la société civile, les organisations de la société civile, les femmes, celles qui sont devenues des cibles de la violence. Je suis désolée, c'est difficile d'entendre le son, la panéliste. Désolée, c'est difficile d'écouter, d'entendre la panéliste. C'est l'interprète. Juste pour vous rappeler, de parler plus lentement pour faciliter l'interprétation. Donc, beaucoup a été dit concernant l'égalité, la parité et également sans la présence des femmes, il n'y a pas beaucoup de solutions. Et vous avez aussi mentionné un peu sur Haïti et par exemple les pourcentages également. Est-ce que c'est à 5%? Oui, les femmes haïtiennes qui sont dans ces positions, peut-être. Donc, cette question, c'est pour Pascal. Nous avons beaucoup parlé. Nous sommes vraiment inclus dans les sections concernant Haïti. Il y a des politiques qui sont écrits pour Haïti. Qu'est-ce que Haïti doit faire contre la violence basée sur le genre? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qu'on pourrait faire dans ce moment de crise extrême, transition gouvernementale? Quels pas devrions-nous prendre contre ces défis? On doit se rappeler que ce qui arrive maintenant en Haïti, c'est premièrement,
un problème gouvernemental. Oui, nous pouvons voir tous les aspects, toutes les conséquences, euh, la violence contre les femmes, les gens qui sont déplacés, l'impact, la migration, etc. Mais la raison clé, c'est le problème du gouvernement. Et oui, on a besoin de plus de lois, mais je dois vous rappeler que même avec l'intervention internationale, oui, oui, nous avons besoin d'une loi spécifique pour contre la violence sur les femmes et beaucoup d'autres différentes lois. Mais la première chose qu'il nous faut en Haïti, c'est euh, ce sont de beaux politiciens pour résoudre le problème. Dans ce gouvernement de transition, avec l'ambition d'avoir les élections dans le pays pour qu'on puisse avoir suivre la Constitution, ce même gouvernement et qui veulent respecter ce- cette Constitution, et c'est le même gouvernement qui ne respecte pas le quota de au moins 30% de femmes dans le gouvernement. Donc, si on veut réformer la constitution d'un pays, ils n'ont pas la tendance de respecter pour faire le dialogue, pour avoir des conversations avec la société civile, avec les organisations de la société civile, les ressources, les gens pour adresser ce problème, cette crise dans le pays. Et comme Nathalie l'a dit, nous avons plus de 1 million de personnes déplacées, internement déplacées dans le pays. Et la moitié de ces gens sont des femmes et des enfants. Où sont les ressources? Où comment on peut avoir la conversation, la collaboration entre le gouvernement et la société civile, spécialement avec les organisations féministes. Nous avons des situations spécifiques de femmes en crise. Oui, il nous faut plus de politique, plus de lois, plus de conversations avec la communauté internationale, mais il nous faut plus d'institutions. Il faut que ces institutions fassent leur travail dans ce pays. Lorsque nous observons ce qui arrive, euh, lorsqu'on observe ce qui se passe dans le pays, par exemple, malheureusement, nous ne voyons pas les vraies actions. Nous ne voyons pas la mobilisation des ressources, des gens, de l'expertise qu'il nous faut pour combattre cette crise dans ce pays, pour adresser cette crise. Donc, une réponse pour l'insécurité dans le pays, les forces nationales. Mais où est l'action réelle pour combattre cette situation et pour protéger les femmes et les filles qui sont dans cette situation? Où est cette réponse de la communauté internationale? On doit adapter ce que nous avons aujourd'hui en termes de loi et politique pour la situation actuelle des femmes et des filles. Parce que le fait, c'est que ce que nous avons vu en 2018 comme une société civile, comme une organisation, et ce que nous faisons en 2025, c'est très différent. Par exemple, nous avons donné de l'assistance aux victimes de violences sexuelles, mais c'était des femmes qui venaient de familles qui avaient un contexte domestique. Mais maintenant, nous avons une situation où Marie-Jeanne, Neges-Marron, nous avons près d'une centaine de femmes qui viennent de l'organisation des victimes des actes des gangs et qui sont aussi internement déplacées. Donc, c'est une nouvelle situation pour nous, c'est un nouveau défi pour la société civile et nous n'avons pas la ressource et nous n'avons pas l'expertise pour adresser cette information, la situation d'aujourd'hui, cette situation. Donc, ce gouvernement est vraiment, ils veulent adresser la situation avec ce qu'ils ont comme solution pour les filles et les femmes. Ils peuvent avoir toutes les politiques, toutes les lois, toutes les ressources, mais si le Premier ministre et les autres ministres et la communauté
internationales ne veulent pas trouver une réponse à ce problème, nous n'allons pas voir la fin de ce problème. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme une organisation féministe, nous continuons à faire le plaidoyer pour que nous puissions les pousser à faire leur travail. Euh, on, Ce que nous savons, c'est que nous plaignons beaucoup. Nous devons leur mettre la pression parce que l'argent qu'ils ont, les privilèges qu'ils ont, c'est l'argent de la population, c'est l'argent des taxes de ces millions de personnes qui sont dans les rues. Donc, il nous faut avoir une réponse et une responsabilité comme société civile. Je peux faire ma partie, je peux mobiliser de l'argent et des gens pour aider, je peux demander à la société civile, mais la réponse qu'il nous faut, c'est la responsabilité de l'État. Et comme une organisation féministe, nous continuons d'être là pour rappeler les gens qui sont au pouvoir et toutes les institutions pour qu'ils puissent décider. Ils ont la capacité, ils ont la position, ils doivent adresser la situation et ils ont la responsabilité et ils doivent avoir une réponse pour nous. Ils peuvent être et dans les médias, ou n'importe où, en train de se plaindre comme une citoyenne comme moi. Donc, nous allons continuer comme société civile à plaidoyer, à pousser les gens qui sont au pouvoir, le Premier ministre, les secrétaires, les conseils d'administration. Et nous devons nous rappeler également que ce même conseil présidentiel qui a ses 9 membres, ils ont seulement une femme qui a le droit de voter. Donc, lorsque nous pensons à la transition, si cette transition est vraiment ce qu'il nous faut comme femmes et filles pour que nous puissions résoudre cette situation dans le pays. Nous savons que nous avons nous devons continuer à faire le plaidoyer, à travailler tous les jours. Et malheureusement, en ce temps de crise, et ce que nous voyons dans le pays aujourd'hui, ce n'est pas l'aide ne va pas venir de l'organisation internationale, ça doit venir de tous les acteurs, de tous les citoyens, de tous les politiciens, mais nous devons rappeler à tout le monde tous les jours que la responsabilité réelle, la responsabilité pour que nous soyons en sécurité dans notre pays, c'est à travers les élections. Nous devons rappeler les gens que nous n'avons pas un président dans le pays. Nous n'avons pas les pouvoirs locaux. Donc, où sont les gens que nous devons... Alors, en tant que société civile, oui, nous sommes aussi en train de faire face à cette situation. Nous avons des membres de notre organisation qui sont aussi déplacés à cause des conflits armés. Alors, c'est cette violence sur la population, sur toutes les institutions. Nous devons faire face à ces situations tout en continuant de supporter les communautés, de continuer à faire des plaidoyers. En tant que femme haïtienne, bon, bien sûr, on n'a pas le choix et c'est un combat très difficile. Euh, on voit que dans le média, s'ils ont le chance de parler, ils doivent aussi parler au peuple pendant qu'on continue à nous mobiliser pour rappeler les gens, pour revendiquer leurs droits, pour rendre le gouvernement responsable, pour qu'ils puissent continuer à prendre leurs responsabilités et respecter quel genre de leadership, je voulais demander à Suzanne, quel genre de leadership
que vous posez, c'est important pour pouvoir mettre en place les recherches, c'est important. Les data, les chiffres sont importants. Euh, mais quel genre de leadership, quel genre de dirigeants sont nécessaires pour pouvoir vraiment apporter un changement, pour pouvoir comprendre les priorités d'Haïti, pour pouvoir je sais que on est fatigué là maintenant avec cette situation et on doit avoir un changement. Alors, quel genre de gouvernement, d'après toi, des dirigeants dont nous aurons besoin pour pouvoir apporter ce changement? Je souris un peu quand tu dis tout ça, mais bon, euh, là maintenant, aujourd'hui, la situation est encore plus terrible. Je suis haïtienne, je viens d'Haïti et bien sûr, je rencontre des gens tous les jours qui nous disent, mon Dieu, on est très désolé de ce que vous êtes en train de vivre dans votre pays. Et oui, c'est difficile. Euh, alors, ce que je vais dire, bien sûr, on a besoin du support de la communauté internationale pour nous aider dans ce processus, pour nous supporter, pour, pour pouvoir nous aider un peu différemment de ce qui s'est passé dans les dernières années, mais un peu différemment. Je vais donner un exemple. Dans les dernières années, quand ils ont supporté, leur stratégie était de euh, de financer le gouvernement et ce qui arrive. Bon, ce que j'ai compris, et bien sûr, l'argent, désolé, la communication n'est pas trop claire. Bien sûr, l'argent, bien sûr, là maintenant, ce fonds-là, est-ce qu'il est disponible pour nous tout faire le travail que nous devons faire pour mettre des services en place? Alors, nous devons avoir accès exactement à ces fonds. Je vois dans l'Artibonite, nous avons un gros problème de gang. On a cette situation aussi qui se développe à Kinskoff, où les gens sont, la population elle-même est en train d'essayer de gérer ces violences. Le gros problème économique dans l'Ouest et dans la même chose arrive en Artibonite, mais nous n'avons aucun support financier, mais on entend qu'il y a beaucoup d'argent qui a été débloqué pour résoudre cette situation. Et bien sûr, le gouvernement local sont déresponsabilisés. C'est vraiment toujours le gouvernement fédéral. Je pense que c'est une impérative de parler de tout ça. Et la dernière chose que je voulais ajouter, nous devons avoir des dirigeants à long terme. Comme on a dit tout à l'heure, on est toujours en transition, on est toujours en train de changer, euh, on est toujours en transition. Ce n'est pas normal pour les femmes d'être victimes de la violence des gangs.
C'est une catastrophe. Et on voit que cette personne qui a été victime peut être dans la rue et voir cette même personne qui l'avait violée et ça, c'est tellement traumatisant. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et en tant qu'organisation, quand on essaie de prendre ces données, ces chiffres qu'on essaie d'accumuler, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces informations? Et c'est un système corrompu et je pense que la corruption est à la base, l'impunité, la corruption, c'est ce qui est vraiment à la base du changement qui ne se passe. Et là, maintenant, c'est littéralement parce que même les avocats, les juges, ils sont comme des politiciens. Alors, si on veut vraiment avoir un changement euh, et que nous savons que certains fonds seront déboursés, nous devons avoir une transparence à 100% de ce qui se passe exactement avec ces fonds. Parce que l'argent reste dans l'État. On n'arrive pas à avoir accès à aucun de ces fonds pour faire le travail. Alors, ce que je voulais demander, quand on parle de la communauté internationale, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus précise? Avant 1995 en Haïti, on peut dire que la communauté internationale est très, très, très présente en Haïti. Mais bon, ce qu'on voit, c'est que la présence internationale est seulement là pour agrandir les crises. Alors, c'est ce qui a continué à se passer. Euh, Là maintenant, je pense qu'on doit vraiment essayer de prendre une autre direction. On est dans une situation où on travaille avec des leaders qui sont corrompus. Et je vais vous donner une exemple. Euh, Marie-Jeanne a reçu des centaines de cas de violence et quand on voit les fonds que les organisations reçoivent, c'est décevant. Des fois, on a à utiliser nos propres fonds pour essayer de faire le travail parce que on travaille dans des conditions vraiment maigres. Ces organisations internationales, est-ce qu'ils se comprennent tout ça? Est-ce qu'ils savent ce qui se passe et est-ce qu'ils on voit que on ne comprend même pas comment hein, et ils n'ont pas l'expérience, ils ne sont pas sur le terrain. Bien sûr, on peut toujours parler, on peut toujours dire les mots, mais là maintenant, on est sur le terrain. Et assez souvent, ils disent que nous ne respectons pas leur travail et qu'on est trop jeunes. Euh, on parle de changement durable et bien sûr, on a ces conversations dans d'autres espaces, mais pour ces organisations internationales, pour plus de 5 ans, on essaie d'avoir cette conversation avec et pour changer les choses, l'argent est disponible, l'argent est là, mais nous n'avons pas accès à ce genre de fonds. Si on avait un partenariat solide, alors je vais vous donner comme exemple, euh, on a une organisation qui voulait travailler avec nous et et, et qui nous a indiqué, vous ne voulez pas parler d'avortement si vous voulez travailler avec nous. Alors,
cette organisation voulait carrément nous dire ce qu'on doit et ne doit pas faire. Il nous donnait ses conditions. Euh, alors, quand on parle de ces organisations, c'est le genre de partenariat. Je pense que le problème avec la participation internationale, les gens et comment ça crée les crises et comment ça nous maintient en crise. Donc, je suis pour les organisations locales, le problème des fonds de la subvention, ça va toujours être un sujet de conversation encore pour nous dans le Haitian Women's Collective. Depuis le début, ces organisations sont des partenaires dans le travail. Donc, nous sommes très clairs et ça montre que ces organisations prennent les décisions d'une façon où euh, ça pourrait aider, mais ils ne reçoivent pas les montants nécessairement. Donc, nous avons le marketing pour qu'ils puissent supporter leur capacité et le travail qu'ils ont à faire. Et beaucoup de fois, on ne leur donne pas la reconnaissance, euh, on, l'on- on ne les, on ne le- donc pour nous, c'est vraiment ça la priorité, ces organisations locales pour qu'elles puissent faire le travail. Beaucoup de fois, elles ne sont pas reconnues. Et une autre partie, c'est similaire à ce que Pascal a mentionné, c'est la responsabilité du gouvernement. C'est eux qui doivent prendre soin des citoyens haïtiens. Et ça fait toujours partie des conversations. Et c'est de la même manière que les grandes organisations qui rentrent dans le pays, ils veulent travailler dans le pays, c'est leur responsabilité ils doivent découvrir c'est quoi comment sont les, quelles sont les meilleures façons de contribuer dans le pays. Euh, les, les, les espaces informels, les écoles, les églises, ils ont tout ça pour les donner. Donc, le cadre dans lequel nous travaillons, la justice et la démocratie en Haïti, plusieurs organisations. Pascal, est-ce que tu peux nous parler du cadre? Je sais que tu as déjà parlé de l'importance de la société civile. Est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit plus tôt, oui, oui, nous faisons des manifestations, nous travaillons avec les organisations féministes. Nous sommes dans cette position de pouvoir contribuer pour que ça puisse, pour trouver une solution à la crise dans ce pays. Et nous travaillons sur ce cadre. Nous le faisons depuis ce cadre de travail depuis longtemps, depuis quelques mois. Et toutes les organisations et aussi ce cadre de travail pour euh, la construction des politiques, des lois. Et cette transition politique dans le pays, ce n'est pas... Et Et nous avons cette constitution qui stipule un minimum de 30% pour des femmes, pour qu'elles soient dans des positions de prise de décision dans le pays. Et nous voulons que ces femmes aient leur place dans la transition et également après la transition. Comme je l'ai dit, euh, nous devons ramener les gens que dans les dernières élections, le plus grand défi pour que les femmes participent, c'est la violence, des violences contre elles comme candidates et aussi pour les femmes qui veulent voter et le processus. Donc, on peut voir le travail de SOFA et d'autres organisations, des organisations internationales également
dans le pays, la violence était un problème clé pour la participation des femmes dans les élections en 2015. Donc, nous travaillons si nous voulons voir la fin de cette crise dans ce pays, nous devons avoir des femmes qui pensent à ce qu'il nous faut et dans cette transition et aussi dans la prochaine élection et dans le prochain gouvernement de ce pays. Nous avons fait tout le travail. Nous mobilisons plusieurs organisations à travers le monde. Nous avons rencontré l'ancien Premier ministre Gary Coney et nous avons rencontré d'autres institutions. Nous leur avons donné ces documents. Nous leur avons dit que nous sommes ici également pour aider s'ils ont besoin que la société civile, s'ils veulent que la société civile participe à ce travail. Et maintenant, nous avons besoin de résultats et ça se montre. Nous pouvons le voir lorsque nous observons ce qui arrive dans le pays aujourd'hui et nous pouvons voir où nous serons dans l'année prochaine, que ce soit avec la situation, les élections, et nous pouvons monter un plan pour le pays, un vrai plan pour éliminer ce problème de sécurité dans le pays. Et nous pouvons donner des conseils à ce gouvernement de transition pour qu'il puisse adresser ce problème dans la transition. Comme je l'ai déjà mentionné, ils ont seulement une femme dans ce conseil et nous avons moins de 20% de femmes dans le gouvernement. Et ils ont des délégués. En ce qui a trait de délégués, elles sont moins de 10%. Donc, c'est la situation et c'est un pays où nous avons des milliers de cas de viol tous les mois euh, parce que nous voyons les organisations qui travaillent dans les autres régions, dans le pays, ils, euh, ils ont ils ont beaucoup de défis avec les femmes dans l'Artibonite, dans le sud-est. Donc, c'est un problème national. C'est un problème national. Et ça a, comme je l'ai dit, nous voulons euh, prendre de belles photos des événements, etc. Nous voulons tout cela sur les médias sociaux, sur les autres plateformes également. Mais lorsque nous pensons à tout cela, au leadership des femmes en Haïti, j'ai des questions sur c'est quoi le leadership féminin? Est-ce que nous allons pouvoir faire ce travail dans le pays? Donc, c'est ça ma question. Lorsque nous faisons des événements dans un pays, nous parlons de femmes, de leadership des femmes, de communauté, et le ministère de la Justice n'a n'a rien fait pour ces femmes qui sont victimes de violences, spécialement dans le gouvernement de Ariel Henry. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre leadership lorsque vous étiez au pouvoir? Je suis contente d'avoir des femmes ici. Donc, c'est la, c'est la lutte des femmes. Oui, donc c'est ma question parce que je voudrais être claire. Des fois, et ces organisations féministes, elles veulent pressionner les acteurs politiques dans le pays, pas seulement ceux qui sont en pouvoir, mais l'idée, c'est que nous ne voulons pas les femmes dans une position de pouvoir. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que
nous voulons que les gens soient dans leur poste et qu'ils fassent et puis qu'ils posent des actions réelles pour les femmes haïtiennes. Et pas seulement pour des opportunités, pour recevoir des fonds parce qu'ils sont au pouvoir, avoir des faveurs. Nous allons continuer à lutter pour que nous ayons vraiment 30% de femmes dans une position de pouvoir. 30%, c'est le minimum, je dois m'en rappeler. Mais nous avons une vraie responsabilité en tant que société civile pour demander cela au gouvernement haïtien. Donc, lorsque nous observons les lois internationales, les agendas. Laura, j'aimerais vraiment que tu partages avec nous. Est-ce que tu pourrais le dire? Diaspora? Rwanda, pour Rwanda. Et j'aimerais que tu nous dises plus sur ce que vous pensez que la communauté internationale ou est-ce que cette communauté fait assez pour les femmes et les filles haïtiennes. Je sais que c'est une question très lourde, mais est-ce que vous pensez qu'ils font ce qu'ils peuvent? Et il y a beaucoup de diplomatie, de politique. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons faire. Les espaces publics, en privé. Qu'est-ce que vous pensez que la communauté internationale peut faire en plus? Donc, malgré la gravité de la situation en Haïti, la communauté internationale n'a pas fait assez. Donc, ils ont prêté leur attention à d'autres régions dans le monde. Donc, nous sommes d'accord avec ceci, que leur support est jusqu'à présent inadéquat, spécialement avec le conseil présidentiel qui n'a pas assez de femmes. Donc, les décisions politiques, on pense que c'est amené à la crise politique, à la crise sécuritaire, la crise de l'insécurité. Donc, nous devons penser au futur démocratique de ce pays, le gouvernement, euh, sa responsabilité euh, concernant ces autres zones. Je pense que on doit écouter les voix féminines, le travail des féministes sur cette crise et qui mettent en évidence les injustices contre ces femmes, spécialement pendant cette période de transition politique. Et ils amènent l'aide humanitaire. Donc, nous devons supporter la durabilité des droits des femmes, de ces mouvements en Haïti. Comme je l'avais dit, nous parlons des fonds, mais aussi les organisations des femmes et inviter les femmes haïtiennes, les leaders à participer aux prises de décision et aussi recevoir les fonds pour les femmes. Donc, ils doivent ils doivent augmenter les responsabilités pour les gens qui pratiquent la corruption. Donc, merci. Comme on, on parlait de la responsabilité des femmes, de leur inclusion, de l'importance du féminisme et aussi les valeurs dans lesquelles nous croyons. Donc, nous avons parlé un peu de la qualité du gouvernement et de la nécessité de leur responsabilité. Et on va parler un peu de l'engagement international. Nous avons des questions. Et vous, qu'est-ce que tu voudrais que l'engagement international apporte? Nathalie et moi, on a travaillé l'année dernière à Naltiba. Et lorsque j'ai parlé, j'ai dit que le travail que vous avez fait en Haïti, ça n'a pas fonctionné. S'il vous plaît, ne le refaites pas, ni retournez pas pour faire la même chose. Donc,
Donc, on sent que c'est la même histoire qui se répète. Donc, on a les mêmes conversations. C'est frustrant parce que c'est la vie de ces personnes. Nous sommes ici en train de parler. Nous n'avions pas à s'abriter de balles, des hommes armés. Ils- on s'engage avec Haïti, on pense à Haïti. Et qu'est-ce que nous pouvons faire de différent? Je vais commencer avec Suzanne. Alors, je vais répéter ce que Pascal avait dit tout à l'heure. Alors, pour simplifier les choses, c'est adresser les causes fondamentales, parce que comme vous venez de le dire, les choses se répètent, c'est toujours les mêmes situations. Et c'est ce genre de partenariat que nous devons avoir, c'est que nous sommes sur les terrains, nous savons exactement ce qui se passe. Alors, c'est vraiment nous qui devons vous dire ce que nous devons utiliser comme stratégie. Et vous nous donnez des fonds pour résoudre des problèmes. Mais si vous nous dites que, OK, alors, dans mon cas, le plus souvent, nous avons ces partenaires qui nous disent, nous voulons supporter peut-être cette commission. Et quand je vous dis, OK, ces femmes sont dans certaines situations, peut-être que nous avons besoin de votre support pour passer des lois parce que nous avons des femmes qui ont travaillé sur des lois. Euh, mais à ce moment-là, c'est le temps que vous me dites, oh non, nous allons investir l'argent sur un pont qui n'a peut-être même pas de population dans cette zone-là. Alors, euh, là maintenant, qu'est-ce que ça fait exactement pour cette situation? Est-ce que vous êtes vraiment sérieux avec apporter votre support et apporter ce partenariat et vraiment changer ce qui se passe dans la crise? Euh, pour les organisations internationales, je suis désolée de dire que euh, ils n'ont pas vraiment la, la tendance de travailler avec nous. Ce qu'ils font, ça ne marche pas, ça ne change rien. Alors, si je travaille à Île-à-Vache, je suis connectée avec d'autres organisations, 50 000 $, 100 000 $. Est-ce que vraiment on peut faire une différence avec ça? Est-ce que nous avons une relation où on peut établir une certaine confiance, ou vous me faites confiance pour faire le travail que je dois faire sur le terrain parce que je suis sur le terrain, pas parce on est des amis ou parce que vous aimez ma personnalité, mais parce que quand je reçois certains fonds, je peux vous montrer exactement ce que je fais avec ce fonds-là. On a beaucoup de respect pour nous-mêmes comme organisation et le travail que vous faites avec cette intégrité. Alors, on veut continuer à travailler avec respect et en dignité aussi. OK? Dignité et respect. Et bien sûr, ses responsabilités pour partager les responsabilités. On voit que l'organisation qui reçoit l'argent, hein, les organisations communautaires, on essaie de les rendre beaucoup plus responsables que d'autres organisations qui reçoivent beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, nous avons quelques minutes, nous avons seulement 20 minutes. Si vous avez des questions, peut-être que je voulais demander de votre bureau, surtout pour votre travail dans la discrimination contre les femmes et les enfants. Est-ce que vous pouvez parler un peu du rôle de l'international et surtout la justice pour les survivants, pour les victimes et les survivants?
Bien sûr, avec ces dernières années, c'est beaucoup plus de violence sur le genre, sur ces viols avec les conflits armés. Alors, comment est-ce qu'on continue? On continue pour avoir justice pour ces survivants. Euh, je dois dire, c'est un projet de Nations Unies. On travaille sur la discrimination contre les femmes et les enfants. Dans des cas spécifiques, on, on est en train d'essayer de travailler avec le gouvernement pour apporter euh, de la justice à ces survivants. On, on continue d'exiger ces organisations, le gouvernement, toutes les branches connectées pour pour donner un support psychosocial et aussi pour faire des investigations pour criminaliser ces genres d'actes et pour avoir justice. Je pense que c'est tellement critique euh, l'accès à des soins médicaux et bien sûr la réparation et d'autres remèdes qu'on doit apporter dans ces situations. Et pour voir comment est-ce que ces partenaires peuvent adresser ces situations comme les Nations Unies et puis aussi voir comment est-ce que retrouver, je dirais, un consensus euh, et une équipe responsable de faire des investigations et vraiment dans le domaine de la justice pour arrêter ceux qui ont commis ces crimes et pour que ces survivants peuvent finalement avoir justice. Et bien sûr, pour continuer à promouvoir le leadership des femmes, on a cette réduction des femmes dans les espaces publics et bien sûr, on continue. Et est-ce qu'il y a peut-être quelque chose d'autre que vous vouliez ajouter? Peut-être comment est-ce que la communauté internationale peut continuer à vous supporter et surtout à supporter les femmes, le travail que vous faites en Haïti? Alors, euh, ouais, et bien, qui est cette femme qui veut peut-être porter leurs accords à la présidence? Et pourquoi on ne parle pas des femmes haïtiennes qui veulent être président, qui veulent prendre la présidence, quelle femme va se présenter à l'élection présidentielle? Je pense que c'est une conversation qu'on doit vraiment avoir. Et même au niveau des communautés, qu'est-ce que la communauté internationale en particulier, particulièrement nous avons beaucoup de formations, des engagements de dirigeants avec la compréhension de l'agrandissement des violences en Haïti. Est-ce que les femmes vont participer? Et vous pouvez me dire ce qui se passe l'année prochaine, mais pour le moment, vraiment. Bon, je pense qu'on doit créer des conditions pour que les jeunes femmes aussi peuvent concrètement participer.
et où elles peuvent être des candidates dans tous les niveaux de l'organisation pour pouvoir avoir le support financier. C'est l'argent, vraiment. C'est l'argent. On commence avec l'argent. On comprend ce qui arrive dans ce pays pendant les élections. C'est toujours l'argent. Et comment est-ce que vous allez avoir ce support financier pour votre campagne? On comprend tous ces obstacles et bien sûr, avec ce contexte qu'on a en Haïti, pour leur donner l'opportunité de participer dans ce processus, euh, ils ont seulement 3 semaines pour pouvoir participer, pour pouvoir donner l'information aussi. Des fois, elle n'est même pas disponible à ces femmes. On a fait une recherche, on a fait cette enquête. On voit qu'on a beaucoup moins de femmes dans les médias à cause, à cause de la situation euh, de la sécurité. On avait cette collègue, elle s'appelle, qui a été assassinée, qui est Letty. Et depuis, les femmes sont très, très réduites dans ces espaces. Antoinette Duclerc, elle était une femme politique. Et bien sûr, lorsqu'elle a été assassinée, on voit que avec cette enquête, on voit comment il a été difficile pour d'autres femmes de s'engager dans ce genre de travail. Et comme je l'ai dit, elles n'ont pas l'argent, elles n'ont pas de protection, elles n'ont pas de ressources, elles n'ont pas d'informations. Et alors, on ne peut même pas vraiment parler de ces femmes qui veulent entrer dans la politique. Non, 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 ce n'est pas aussi simple comme on est ici aux États-Unis où on a qu'à prendre la décision. Euh, et puis aussi, quand on parle de participation, l'élection de 2016, les femmes étaient euh, peut-être 42%. Alors, elles sont très intéressées dans la politique, mais euh, et des fois, on a des femmes des fois, on doit aussi, on doit aussi voir ces organisations qui sont basées, qui sont des organisations religieuses, et puis bien sûr des normes sociales où les femmes déjà ne se sentent pas à l'aise comme dirigeantes. Elles ne pensent pas qu'elles ont le droit de faire partie de ces espaces et de diriger ce qui se passe dans leur pays. C'est une conversation très compliquée. Euh, Et bien sûr, elles ne comprennent pas leurs droits contre l'avortement. Euh, bon, d'abord, on va rentrer dans les questions-réponses parce que le temps nous fait la guerre déjà. Alors, je vois qu'il y avait une main levée ici. Vous n'avez pas parlé du fait que rien n'est possible avec dans ce niveau de violence et la communauté internationale n'a vraiment rien fait pour résoudre ce problème de violence. Ça n'a qu'empiré. Et avec toutes la population, avec ces gangs et ces armes qui circulent en Haïti, bien, ils viennent des États-Unis.
Alors, est-ce que la solution dont on doit adresser, ce n'est pas la fin de cette violence pour que les femmes peuvent participer? Qu'est-ce que vous allez faire dans une société où vous avez des hommes, pas même des hommes, des garçons, des jeunes hommes qui sont armés et qui sont en train de violer des femmes? Je ne sais pas, on ne doit pas laisser cet Et on espace va sans pas clarifier que ignorer ces le hommes, fait ils que sont les venus hommes des viennent des États-Unis, États-Unis pour ici en arriver en Floride. Haïti. Et donc, les gens qui sont des féministes autour du monde, nous savons que la militarisation ne fonctionne pas et je pense que ce que tu dis, c'est vraiment euh, comment est-ce que on est arrivé là. Donc, on va passer le micro à Nathalie et ensuite on continue. Donc, je vais commencer par dire que la communauté internationale, spécialement les États-Unis est un pays violent. Les États-Unis, c'est un pays violent et quelque chose qu'ils doivent adresser, qu'ils doivent aborder lorsqu'ils arrivent en Haïti. Ils pensent à la décolonisation des pratiques, des politiques en Haïti. Ensuite, nous pouvons avoir des conversations. J'observe ce qui se passe dans le monde maintenant et on peut observer que lorsque les États-Unis ont une vraie amitié, ce que ça veut dire, par exemple avec Israël. Euh, je, on pouvait dire l'Ukraine, mais je ne sais pas si c'est encore de mise aujourd'hui. Donc, nous pouvons voir, nous comprenons ce que ça veut dire lorsqu'ils ont une vraie amitié, respect et lorsqu'ils traitent les autres pays avec dignité. Nous ne pouvons avoir aucune conversation concernant la violence si lorsque nous observons comment les États-Unis opèrent, les types de politiques qu'ils pratiquent, le racisme, nous devons parler de cela avant de parler des finances. Donc, la violence que nous observons en Haïti, les États-Unis, pas les États-Unis, mais nous pouvons aussi parler du Canada et du gouvernement français, pas seulement les États-Unis. Il y a beaucoup de partis lorsque nous pensons à comment ils travaillent et, et comment ils font la corruption de nos leaders en Haïti. Comme ils peuvent nous tuer quand ils veulent et comme ils pensent qu'ils peuvent nous sauver la vie lorsqu'ils le veulent. Je ne sais pas. Ok, merci. Et des leaders qui sont sanctionnés, mais qui vivent leur vie normalement avec l'argent qu'ils ont volé aux citoyens haïtiens. D'autres questions? Oui, mon nom c'est Docteur Tikoko. Je suis vraiment content d'entendre ce panel. L'une des choses que je voulais vous demander, c'est quoi le rôle de du gouvernement? Est-ce qu'ils sont responsables de ce problème de gang en Haïti? Les, est-ce que c'est possible de se débarrasser de ces gangs? C'est vraiment une situation complexe parce que ça fait c'est sur c'est des deux côtés. La population doit se défendre parce que l'État et tout ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, je pense que nous pouvons témoigner sur une situation dans notre famille. Ma mère est déplacée.
d'autres personnes de ma famille se sont déplacées, ont été déplacées. Nous avons des membres du staff, nous avons des membres qui ont été tués, etc. Donc, il y a Neges Marron également. Nous avons dû quitter notre bureau à cause de la violence à Port-au-Prince. Donc, je sais que et les gens doivent s'organiser et contre les gangs, mais également, ça peut être très dangereux. Il y a 2 mois, j'ai demandé que les 2 membres de mon staff aillent au commissariat pour prendre 2 autres membres de notre euh, groupe. Ils n'étaient pas à leur station parce que c'est dans le... Il y avait seulement 2 filles. On les a attaquées. On les a pas tuées parce qu'ils étaient des femmes, mais elles étaient avec leur badge, etc. Elles faisaient leur travail. Donc, nous, nous avons une police nationale. Nous avons l'armée. Oui, nous avons l'armée. Ce sont des millions de dollars. Pourquoi est-ce qu'ils mettent la population dans une situation où ils, doivent devenir des criminels pour se défendre? J'ai vu des vidéos d'enfants qui participent à l'assassinat d'autres personnes. Je sais que les droits humains, euh, c'est complexe, mais nous devons nous défendre, nous devons survivre, je le comprends. Donc, il faut qu'on comprenne, même si Haïti, on avait tous ces gangs, parce que le gouvernement haïtien, ils ont la restriction et ils ont toujours des restrictions. Donc, c'est un peu complexe. Je pense que pour répondre à cette question, le gouvernement d'Haïti a la responsabilité de protéger sa population. Je ne sais pas combien ça nous coûte de ça nous coûte pour maintenir cette mission internationale. Donc, je voulais juste vous en rappeler. Donc, nous allons fermer la session avec quelqu'un a une question. Je vais demander que la dame pose la dernière question. Je suis une chercheuse. Le point clé que nous n'avons pas mentionné, c'est que les gens, les organisations qui ont, ils contrôlent les minéraux en Haïti et ils veulent continuer à l'avoir. Donc là, on ne peut pas considérer comment aller autour de ce problème parce que les gens ont, il y a des personnes qui ont un intérêt financier à garder la situation comme elle est. J'apprécie cela et je sais que le panel va répondre. Nous avons Gabriel Lacombe ici et je sais qu'il y a une étude sur ce problème et nous allons le partager. Donc, ma dernière question, c'est pour chacune de vous. C'est une question. Et dans ton travail, hum, qu'est-ce qui t'aide à continuer à aller de l'avant et pourquoi le travail que tu fais est important? Et on espère que ça, je voudrais le dire, et c'est quelque chose qui m'a dominé toute la semaine, l'activisme des femmes.
il y a des sacrifices, c'est leurs sacrifices qui nous donnent euh, notre mandat. Nous croyons de la Déclaration des droits humains et à sa maintenance. Et on doit continuer, amplifier la voix et les aspirations des victimes. Et nous devons nous engager à continuer. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, d'avoir été là aujourd'hui. Et nous espérons, nous avons de l'espoir. Nous allons continuer notre lutte. Euh, l'histoire l'histoire de résistance de mon pays, le mouvement féministe dans mon pays, ça me donne l'espoir. J'ai laissé le pays 2010 après le tremblement de terre. On avait 50 femmes à Solino. Après tout ce qui leur était arrivé, pour moi, c'est vraiment l'amitié que nous créons en faisant ce genre de travail. L'histoire, la face, comment on peut compter sur les autres. Et aussi, je pense que lorsque nous voyons que les filles, elles continuent à rêver pour Haïti, elles continuent à avoir de l'espoir et elles peuvent exprimer leur joie. Donc, nous pensons que c'est important. Merci à vous toutes d'être ici et de donner cette importance à Haïti. On pourrait être autre part. Donc, ça me donne de l'espoir que cette nouvelle génération euh, va, euh, va s'opposer à cette situation. Donc, je pense que va lutter contre cette situation. Et je pense que c'est ce travail que vous faites, vous qui supportez cette lutte et qui continuez à connecter avec nous et avec eux. Merci beaucoup d'être ici